Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. L'examen du budget 2025, on va en parler, mais on salue évidemment Géraldine Amont. Bonjour Pascal. Qui est revenue en forme ce lundi avec cette paire de lunettes. Ça y est. Mardi. Cette paire de lunettes qui a fait parler hier tant les réseaux sociaux, puisque elle a acheté les lunettes de Nana Mouskouri. Laurent Tessier, bonjour. Cher Laurent. Bonjour à tous. Ce matin, vous n'étiez pas aussi virulent que hier. Vous étiez plus calme, j'ai trouvé, à 6h15. Je me suis un petit peu calmé, mais ça va reprendre. Fabrice Lafitte est là. Bonjour, cher Fabrice. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Tout va bien, vous avez passé... Tout va très bien. Excellente soirée, excellente nuit. Alors, début de semaine. Aussi. Bon début de semaine. Moi, j'ai eu des petits soucis parce que en bas de mon immeuble, ils ont refait toute la nuit la route. Alors, il faut bien faire, évidemment, les travaux. Dans votre parc? Donc, on ne pouvait pas dormir. Ah. Mais c'était un bruit, assourdissant. Oh là là, les marteaux-piqueurs? Il n'y avait Non. pas de marteau-piqueur, mais Non. ils refaisaient la route. Mais des petits Mais ils bouchons ont dans les droit oreilles. Mais même avec les bouchons dans les oreilles, Mais ça ont-ils ne le marchait droit, pas. la nuit comme ça? Bah oui, il faut bien le faire, je comprends, mais c'était voilà. assourdissant, je vous assure. Donc je Achetez suis la allé, rue, hein. Achetez j'ai la changé rue. de chambre cette Oui. nuit, pour tout vous dire. Heureusement, Heureusement, vous en avez 8. j'étais obligé de changer de chambre. La chambre sur la rue, je ne pouvais pas dormir. Oh, d'accord. Ah oui, c'est quand même très ennuyeux. Olivier Guénec, bonjour. Bonjour monsieur. Qui vivait dans une mansarde, évidemment. Vous auriez été mansarde. content de rester dans votre lit. Ah oui, moi je peux pas bouger. il y a Ou je du- peux dormir avec mon colocataire, mais bon, c'est pas pratique, quoi. Et puis l'excellent Alexandre Omar qui est Bonjour, là Pascal. hier, qui avait imité Charles Aznavour. Essayez. Et c'est Charles Aznavour. Pardon. Et vous aujourd'hui, pourriez c'est pas quelque chose de imiter nouveau. Nana Mouskouri? Ah, oula, non. Mais j'en tenais une nouvelle là aujourd'hui. Vous en tenez une nouvelle? Ah bah. Figurez-vous, mon cher Pascal, qu'en régie, c'est un peu flic ou voyou. Un coup Lafitte, un coup Tessier. Oui, comme vous avez dit, flic ou voyou, c'est le professionnel. Dirais à monsieur Achille qu'elles ont très bon genre. Mais je leur dirai, mon cher Pascal. Bon, bah écoutez, c'est bien tout cela. Le budget, l'examen du budget, c'est mission impossible de mettre tout le monde d'accord. Vous êtes prêts à faire quelques efforts peut-être pour que l'on obtienne ces 60 milliards d'euros d'économie. Une petite musique monte notamment à gauche, le retour de la taxe d'habitation. Alors comme, entre-temps, les taxes foncières ont explosé dans les villes, les gens vont être contents. Ça va être la double lame. Sa suppression a été, selon le sénateur socialiste Patrick Caner, je cite, une connerie. Le ministre du budget, Laurent Saint-Martin, a fermé la porte hier. Autre petite musique qui monte, vendre les participations de l'État dans les grandes entreprises. Ça ne changerait pas grand-chose non plus. Écoutez Antoine Armand, ministre de l'économie et des finances, hier soir à l'Assemblée. Oui, nous devons baisser la dépense publique plutôt qu'augmenter les impôts et nous serons au rendez-vous de cet exercice parce que les Français le demandent, parce que les Français, mesdames et messieurs, les Français que je croise dans la circonscription où j'ai eu l'honneur d'être élu, nous demandent de réduire le train de vie de l'État, nous demandent de réduire les dépenses, nous demandent de faire un effort d'abord avant de leur demander un effort. J'ai l'impression qu'Antoine Armand, j'espère qu'il maîtrise mieux les chiffres que le français, parce que c'est quand même assez approximatif son français, mais peu importe. Charles de Courson, député centriste, hier soir à l'Assemblée nationale. Avec près de 3700 amendements déposés, il est clair que nous ne pourrons pas terminer l'examen dans la quarantaine d'heures prévues à cet effet d'ici vendredi minuit. Même en ouvrant le samedi pour porter la durée du débat à une cinquantaine d'heures, il faudrait un rythme d'examen de 70 amendements à l'heure pour les examiner tous. Manuel Valls, ancien Premier ministre, était l'invité de Romain Desarbres. Il était ce matin sur CNews et Europe 1. Je pense qu'on s'interdit des propositions, par exemple, intéressantes. Je pense, par exemple, à l'utilisation de la TVA. Je sais que c'est pas très populaire parce que c'est considéré souvent comme injuste parce que la part du revenu consommé est plus importante dans les ménages les plus modestes. Mais on peut jouer en augmentant la TVA, mais aussi en ne touchant pas aux produits de première nécessité. C'est-à-dire, mais alors vous augmenteriez la TVA sur quel produit? Elle est déjà à 20% la TVA. Vous l'augmentez à combien sur quel produit? Elle peut augmenter d'1 ou 2 points. En préservant les produits de première nécessité. Un exemple? Ben, il a raison. Ça, c'est une bonne idée, c'est intelligent. Par exemple, sur des produits qui valent extrêmement cher, comme des produits de luxe, on peut augmenter la TVA parce que par définition, vous toucherez une clientèle plus fortunée et c'est peut-être plus malin que de mettre en place d'autres taxes comme des taxes sur les chiens, sur les chats, que sais-je. Jean-François Copé, lui, il est maire de Meaux sur France Info. Il était présent ce matin. La taxe d'habitation.
il faut que les Français sachent qu'ils se sont fait avoir. Il faut que chacun comprenne que lorsque la taxe d'habitation a été supprimée, les Français ont continué en fait de la payer autrement, puisque ça a été compensé par l'État. C'est-à-dire que les 21 milliards, c'est l'État, c'est le budget de l'État qui les a pris en charge en les remboursant aux collectivités locales. Donc, et vous avez été totalement remboursé ? Et donc ça, c'est le contribuable. C'est le contribuable. Jusqu'au jour où on ne le sera plus, parce que vous le voyez, l'État est en train de prélever 5 milliards d'euros sur les dotations de l'État, des collectivités locales. Donc ça veut bien dire qu'on enlève d'une poche qu'on a fait croire qu'on donnait de l'autre. Il n'a pas tort non plus. Patrick Caner, sénateur socialiste, était hier soir sur BFM, toujours sur cette taxe d'habitation. La suppression de la taxe d'habitation était, je peux être grossier, une connerie. C'est une connerie. Bon, c'est assez court, mais c'est assez clair. De toute façon, supprimer une taxe pour un socialiste, c'est forcément une connerie. Laurent Saint-Martin, ministre du Budget, hier soir sur France 2. Le lien avec le citoyen, le lien avec les entreprises. Est-ce que ça doit passer par la création d'un nouvel impôt ? Pas forcément, je ne le crois pas. Et certainement pas par le retour de la taxe d'habitation, qui encore une fois est du gain de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Avant, ils payaient une taxe d'habitation, ils n'en payent plus. Avant, ils payaient une redevance télé, ils n'en payent plus. Ces acquis-là, il faut les préserver. Je suis assez d'accord avec lui, mais il faudrait surtout baisser d'autres impôts. Éric Ciotti était enfin ce matin sur France Info. Arrêtons chaque fois d'avoir ce concours fiscal, cette volonté de trouver toujours des impôts supplémentaires. Encore une fois, je le redis, au niveau des prélèvements obligatoires où nous nous trouvons, il est totalement inenvisageable pour moi d'en rajouter. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire effectivement sur le budget. De toute façon, il ne faut pas être grand clair pour imaginer que nous allons tout le droit vers un 49.3. Il y a aussi possibilité, je crois, d'un 47 quelque chose. Et dans ces cas-là, on allonge la durée des débats et finalement, on vote à la fin une seule fois. Tout ça est un peu complexe, mais vous verrez qu'on sera pas loin du 49.3. Fabrice ? On va faire les réclames et on se retrouve juste après. Je vous en prie. Et vous pouvez réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1 en composant le 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Pascal. Et nous sommes avec Jean-Baptiste Marty du service police-justice, puisque si vous écoutez les antennes depuis ce matin, les parents d'un nourrisson de 17 jours né prématuré étaient suspectés d'avoir enlevé leur enfant dans une maternité d'Aulnay-sur-Sous-Bois, dans Seine-Saint-Denis. Ça s'est passé hier soir entre 23h et 23h30, provoquant le déclenchement du plan alerte enlèvement. Et Jean-Baptiste, nous avons retrouvé le nourrisson. Oui, a priori, le nourrisson a été retrouvé dans la commune de Livry-Gargan, donc en Seine-Saint-Denis. Pour l'instant, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort, ni si ses parents ont été interpellés. Voilà, donc c'est des choses qui vont s'éclaircir dans les prochaines minutes. Eh bien, je vous remercie grandement. On a tenu à vous donner cette information, même si, évidemment, vous le comprenez, on est au tout début de l'enquête, à la fois policière mais aussi journalistique, ce qui fait que nous avons le minimum d'informations, mais il fallait la donner néanmoins. Merci Jean-Baptiste Marty, et peut-être que vous reviendrez d'ailleurs avant 13h pour nous donner davantage de renseignements. Nous sommes donc sur le budget, nous sommes avec Elisabeth qui est retraitée et qui va peut-être nous donner son sentiment sur ces dépenses publiques qu'on ne voit pas et ces impôts qu'on devine. Bonjour Elisabeth. Bonjour Pascal, bonjour. Oui, écoutez, moi je suis un petit peu en colère, comme d'habitude d'ailleurs depuis un certain temps, parce que je crois que ce n'est pas à nous à faire les économies, mais à l'État. C'est l'État qui doit faire les économies et pas nous à nous restreindre comme on fait depuis quelque temps, depuis pas mal de temps maintenant. C'est nous qui payons. Bientôt, demain, on va nous dire, vous allez acheter une paire de chaussures, vous donnerez 50 centimes, c'est une taxe, voilà. Ils sont prêts à tout. J'ai entendu ce matin qu'on allait taxer les gens qui jouent en ligne. C'est une autre taxe. Non, c'est pas ça la bonne solution. C'est de faire des économies. Des économies, il doit y en avoir beaucoup à faire, mais première chose à faire, c'est faire un audit. Parce que moi, je n'ai plus confiance, mais plus du tout confiance depuis pas mal de temps, Pascal, en Bercy. C'est toujours les mêmes. Donc moi, écoutez, j'aurais une baguette magique. Je prendrais 1000 comptables, experts comptables bénévoles, parce que tout le monde est intéressé là, bénévoles, et on voit ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Et où ça sort, où ça va. Je vais vous dire, Pascal, ça fait 2 ans que je suis à la retraite. J'étais infirmière libérale. Je gagnais bien ma vie, même très bien. Voilà. Je gagnais
4 fois peut-être, ou 3 fois plus que ce que je gagne maintenant à la retraite. Donc, quand je suis arrivée à la retraite, la première chose que j'ai fait quand j'ai vu arriver ma pension, j'ai failli tomber de ma chaise d'abord, mais bon, après, je me suis rassis. Et puis j'ai dit, bon ben, où c'est que je vais faire des coupures? Parce qu'il a fallu faire des coupures, mais très très importantes. On ne pouvait plus mener la vie que l'on menait avant. Donc, eh ben, nous, on est dans les 45% de personnes qui ne prennent plus les péages. On ne s'habille plus comme avant. On ne va plus au restaurant. Mais quand on fait à la limite, pour fêter quelque chose, et encore, voilà. Votre retraite est de combien, Elisabeth? 1 500 €, Pascal. Et vous avez quel âge? Voilà. J'ai 64 ans, ça fait 2 ans que j'ai pris ma retraite. Et vous êtes seul ou vous êtes en couple? J'ai mon mari. Mais il a une retraite, votre mari? Il a une retraite qui est à peu près la même que moi, peut-être un peu moins. Et vous habitez Paris? Non, on habite PACA. PACA? À côté d'Aix-en-Provence. Ah, PACA, la région PACA. Et votre logement est payé, j'imagine, depuis? Oui, heureusement, parce que pendant 42 ans que j'ai travaillé, j'ai payé une maison. Nous avons payé une maison. Donc vous avez 3 000 € net qui entrent par mois? Brut. Donc là-dessus, vous payez brut, vous payez des impôts. Donc combien vous avez d'euros net chaque mois? Écoutez, Pascal, je vais vous dire comment nous fonctionnons avec mon mari. Nous avons des cartes bancaires. Je vous dis la vérité, ce que je vous dis là. Et elles sont retirées à la fin du mois. Donc, pendant tout le mois, on paye le plus que l'on peut avec les cartes. Et les cartes sont retirées à la fin du mois. Donc, quand notre retraite arrive, elle comble le trou. Et on repart pour un mois. Après, on a des charges fixes qui, elles, sont retenues sur nos comptes. Les charges fixes, c'est je ne parle pas les impôts qui sont à la source de la retraite, de la pension de retraite, mais on a les charges de l'assurance de la voiture, de l'assurance de la maison. Vous avez combien de voitures? On a une voiture. Ouais, vous et mon mari a une moto. Ouais. Voilà. Non, mais j'imagine, vous avez un budget mensuel pour vivre, en gros, de 2 000 € ou 2 500 €? Moins. Parce que les charges. Moins que 2 000? Ah oui, parce qu'il y a des charges fixes. Les charges fixes. Il y a combien de charges fixes? Oh, je sais pas, mais j'ai bien 700 € de charges fixes. Donc il reste 1 300. Et mon mari paye l'électricité à part. Mon mari, lui, sur son compte, paye l'électricité, qui est de l'ordre de 158 € par mois. Vous savez, le calcul, il est vite fait. Et quand vous avez arrêté à 62 ans, puisque vous en avez 64 aujourd'hui. Et c'est vrai que vous me dites que vous avez diminué par 4, donc vous gagnez 5 ou 6 000 € en tant qu'infirmière libérale. Je gagnais 5 ou 6 000 € brut. Mais vous n'avez pas été tenté de travailler plus longtemps? Non. Je vais vous dire pourquoi, Pascal. Parce qu'on a traversé la période du Covid. Moi, le Covid, je l'ai eu en premier avec ma collègue. Nous étions en binôme. On l'a eu en premier. Le Covid, déjà, les conditions dans lesquelles nous travaillions au début du Covid ont été exécrables. Les gens, voilà, quand on montait les ascenseurs, ils ne voulaient pas monter avec nous. Enfin, on n'avait pas de conditions de matériel pour travailler avec le Covid. Après, les choses sont venues. Bon, ça déjà, ça nous a... Moi, près de la retraite, sachant que j'allais avoir la retraite bientôt, j'aurais poussé jusqu'à 64 ans. Oui, parce que la différence est tellement importante entre vous gagnez très très bien votre vie et j'imagine à un moment la question a dû se poser. Alors, si on fait des économies, vous dites c'est à l'État de faire des économies. Non, moi je commence à bien connaître les budgets de l'État. Le premier budget, c'est la retraite. C'est sur 1000... Non. Mais comment vous voulez faire de la retraite? Alors on va me prendre encore un petit peu? Mais oui, mais alors... les grosses retraites, grosses retraites. Ah bah les grosses retraites, je suis d'accord avec vous, parce que c'est toujours pareil, les efforts c'est pour les autres. Allez dire à quelqu'un qui a cotisé toute sa vie, celui qui a une grosse retraite, c'est parce qu'il a beaucoup cotisé. Je suis d'accord avec vous, Pascal, vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord, en fait. Vous êtes toujours, tout le monde est toujours d'accord avec moi, mais vous n'êtes pas d'accord, en fait. Mais allez dire à quelqu'un qui a les grosses retraites, je crois que c'est plafonné à 10 000 €. Quelqu'un qui a 10 000 € de retraite, effectivement, c'est tout à fait exceptionnel. Mais lui-même, il va vous dire, c'est parce que j'ai payé énormément. Énormément, parce qu'il faut bien comprendre que quelqu'un qui a 10 000 € de retraite, c'est sans doute quelqu'un qui devait gagner, à mon avis, régulièrement entre 300, 400 ou 500 000 € par an. Quand vous gagnez 400 ou 500 000 € par an, il y en a 250 000 qui partent aux impôts quand même. Oui, d'accord. Donc lui, c'est un gros contributeur. Enfin bon. Oui, je suis d'accord, Pascal. Bon, mais je ne commencerai pas par les retraites. Il y avait quelque chose à faire. Alors c'est quoi? Vous commencez par quoi?
par les fraudes, parce que je pense qu'il y a énormément de fraudes, mais énormément. Fraude fiscale ou fraude sociale? Sociale. Je pense que la fraude sociale est plus importante. D'accord, je pense que vous avez raison. En tant qu'infirmière libérale, je pense que vous avez raison. Beaucoup de choses. Hein, je pense que vous avez raison. C'est pas facile à faire, mais je pense que vous avez raison. La fraude, énorme, je suis d'accord. Mais après, aussi, pourquoi pas. Mais le budget de l'État, moi, ce qu'on a appris, c'est que le budget de fonctionnement de l'État, il est très très faible, en fait. Mais oui, mais Pascal vous dit toujours ça. Mais moi, c'est pas que je dis ça, je prends les chiffres. Ce qui coûte cher en France, c'est la couverture médicale, les aides sociales et la retraite en un. Ça, c'est les deux gros postes. Bon. Oui, mais ça, après, par exemple, la justice, vous avez sur 1000 euros dépensés par l'État, vous avez 4 euros qui part à la justice. Vous n'allez pas faire 3,90 €. Déjà que vous rentrez dans un tribunal et il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de magistrats, vous ne pouvez pas rogner là-dessus. C'est ça la difficulté. Alors les collectivités locales, c'est autre chose. Mais l'État, il se serre plutôt la ceinture, si j'ai bien compris. Il se sert. Mais en revanche, il y a plein de choses qui sont parfaitement inutiles, qu'il faudrait, par exemple les agences, tout ça, il faut les supprimer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, hein. Moi, ma fille a travaillé dans une association, le directeur de l'association, je ne sais pas comment on dit, le président de l'association était tout seul. Bon, j'aurais aimé savoir combien il gagnait, parce qu'il avait un bon petit train de vie, vous voyez. Alors peut-être, voilà. Donc, une association, c'était payé par le public ? Oui, bien sûr, c'est payé par le public. Une association pour l'écologie, hein, c'était dans l'écologie, l'environnement. Il gagnait 70 000 €, 80 000 € par an, hein, si c'était le seul. C'est pour ça que moi je dis, il faut prendre et voir qu'est-ce que c'est qui sort et où vont les sous. Il n'y a pas autrement à faire, c'est pas possible. Sinon, voilà, c'est le tonneau des Danaïdes, donc c'est impossible. Et puis il y a d'autres choses aussi peut-être. Par exemple, les ministres. Les ministres, moi je suis désolée, mais écoutez, c'est comme quand moi j'ai pris ma retraite, il a fallu faire une rupture. Les ministres, ils roulent avec leur voiture s'ils veulent vouloir et ils mettent l'essence. Ils payent leur essence. Comment on fait, nous ? Vous avez une voiture, Pascal. Vous mettez de l'essence dedans. C'est pas qui c'est qui vous le paye ? Personne. Oui, mais bon, là, il y a des problèmes de sécurité quand même. Je veux bien qu'on mette les ministres avec leur propre voiture, mais moi, c'est pas ça qui me choque. Je veux pas tomber dans cette démagogie quand même, Elisabeth. Alors tout le monde va arriver avec sa Fuego dans la cour de l'Élysée ou avec sa 4L. Ça va être curieux quand même. Non, où ils vont à pied ou en vélo. À pied. C'est la mode. C'est autre chose. S'ils vont à pied, tous les ministres à pied. Non, mais vous comprenez, là, il y a quand même d'abord, il y a des dispositions de sécurité. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous baladez pas avec votre voiture, vous arrivez moi, je les vois arriver dans les studios, ils sont à 10, parce que c'est quand même des personnes qui sont ciblées, menacées, vous pouvez pas. Écoutez, oui, mais les policiers qui le suivent ils sont payés de toute façon. Quoi la tâche qu'ils ont à faire, ils sont payés. C'est pas des sous rajoutés. Donc, voilà, quoi. Mais pourquoi vous me dites ça ? Quel est le rapport ? Je vous dis qu'il a 8 personnes. Il a une sécurité qu'il faut payer. Non, les policiers sont payés tous les mois, ils ont un salaire. Mais j'entends bien, mais je vous dis que la voiture, il va pas venir avec sa voiture tout seul. Non, mais s'il faut des policiers, ils sont derrière, dans une autre voiture. De toute façon, les policiers, l'essence que les policiers qui mettent dans leur voiture, les policiers pour leur travail, elle est payée par nous. Elisabeth, c'est des voitures parfois blindées, etc. Vous n'allez pas prendre. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Mais non, mais il n'a pas de voiture blindée. Moi, j'ai pas de voiture blindée. Il faut bien des voitures un peu qui. Il y a des gyrophares, il y a des choses comme ça. Enfin, bon, on va pas argumenter là-dessus. Je pense que les ministres, c'est pas un problème. Vous n'allez pas mettre les ministres à pied. Les ministres, les députés, les sénateurs, les sénateurs, un train de sénateurs. Voilà, oui, tous les grands. Et puis aussi, ça c'est important. Tous les hauts fonctionnaires qui sont à Bercy, en particulier, ils n'ont pas de chauffeur. Les hauts fonctionnaires, ils n'ont pas de chauffeur. Ça, c'est des hauts fonctionnaires, ils n'ont pas de chauffeur. Bon, je vois que monsieur Fabrice fait des grands signes de sémaphore. Il est 11h28, donc on va marquer une pause et je remercie Elisabeth. Est-ce qu'on continue sur ce sujet ? Nous continuons. Merci. Vous avez entendu la voix de Laurent Tessier. C'est lui le chef. Le maître. Continuez. Et vous pouvez réagir comme Elisabeth au 01 80 20 39 21. Belle matinée avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Nous parlons du budget. Le budget avec Christophe qui est chauffeur routier au Mans. Bonjour. Bonjour Pascal Praud. Moi, par rapport à la question qui a été posée par rapport au prélèvement, il faut arrêter de fonctionner les Français. On est, comme vous le disiez auparavant, le pays le plus taxé.
il faut que nos responsables d'État soient responsables. Hein. On a dans tous les départements, vous avez de l'immobilier d'État qui n'est pas utilisé. Entre autres, dans tous les départements, il y a des anciennes bases, il y a des anciens bâtiments qui appartenaient à l'armée, des choses comme ça. Des sous-préfectures avec les regroupements de régions, des sous-préfectures où on laisse 2-3 personnes parce qu'on a encore des structures importantes. Il faut vendre tout ça. Quand on a besoin d'argent, on racle les fonds de tiroir. Et ça, à mon avis, il y a des économies d'échelle à faire. Hein, Mme de Gaulle qui voulait payer son électricité, on en est loin de tout ça. Hein, on en est loin de tout ça. Il faut arrêter de ponctionner les citoyens, ils n'en peuvent plus. Et c'est l'histoire des vases communicants. On nous enlève sur un point, on remet sur l'autre. Donc on ne pèse jamais le niveau d'impôt. Quitte à limite, en cas de coup dur comme là, vous comprenez, la solidarité nationale, on n'utilise pas les mots qu'il faut et on fait pas ce qu'il faut non plus. Ça peut pas aller. Alors là où je vous rejoins, c'est que la première réforme à faire en France, c'est la réforme de l'État. Il faut tout remettre à plat et peut-être changer, comme on dit, de logiciel. Tout remettre à plat. Alors c'est un boulot considérable qu'aurait pu faire Emmanuel Macron, qu'il n'a pas fait depuis 7 ans qu'il est là. Et je citais l'exemple ce matin du grand plan Marseille. Il y a 5 milliards qui ont été débloqués. Et on apprend que les crédits donc ont été débloqués. Simplement 1,40% du budget a été... c'est ça, sans que ce soit structuré. Oui, on s'est simplement occupé d'1,47% du budget, ce qui est très faible, bien évidemment, très très faible. Donc c'est ça qui est frappant dans ce qui se passe. Pourquoi c'est frappant dans ce qui se passe, pour tout vous dire? La plupart de nos élus locaux, que ce soit au sein des communes, que ce soit au sein des communautés de communes, voire à la région, pour la grande partie d'entre eux, ils gèrent au mieux, ils essaient de gérer au mieux. Hein. Mais dès lors qu'on arrive dans les sphères de l'État, c'est une cata. Et est-ce qu'il faut sans doute, je le dis, tout remettre à plat et aborder les choses d'une manière différente. Et aujourd'hui, cette réforme de l'État qu'aurait dû faire le président Macron, qu'il n'a pas faite depuis de nombreuses années, qui permettrait en tout cas de mieux gérer les comptes. Mais vous avez parfaitement raison. Et il y a beaucoup de choses qui sont en place et qui ne fonctionnent pas bien en ce moment. L'impôt, c'est le principe du 49.3. Quand on veut aboutir à quelque chose, pour les lois, on utilise le 49.3 et pour l'argent, on utilise l'impôt. Colbert le disait déjà, il disait au roi arrêtez de prendre au peuple. Parce que c'est contre-productif. Voilà, c'est contre-productif. Julien est avec nous. Bonjour Julien, vous êtes chargé de mission en Savoie. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un auditeur de Savoie. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Guénec? Oui, mais je m'étais fait griller, donc maintenant j'essaie d'espacer. Parce que je rappelle un moment que nous avons été Radio France Savoie. C'était on est première sur la Savoie. Sur le budget, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Julien? Moi, je pense que c'est l'État français qui nous a mis dans cette situation, et c'est à l'État de trouver des solutions, et pas forcément aux contribuables, qui est déjà surtaxé. Moi, je vois, je suis propriétaire, je roule en voiture. Regardez, si j'ai 2 minutes, Monsieur Pro, je vais vous donner quelques exemples d'économies. On a versé en 2023 27,2 milliards à l'Union européenne pour un retour de 20. Ça veut dire que le delta est de 7,2. On peut peut-être expliquer à nos partenaires européens que nous sommes dans une situation très difficile et que si la France est en faillite, ce sera l'Europe qui sera en difficulté et que temporairement, pendant 3, 4, 5 ans, les 7 milliards de delta, on ne pourra pas les donner. Voilà, et il faudra qu'ils comprennent parce que si on se retrouve dans une difficulté financière, c'est tout l'Europe qui va se mettre à tousser. L'AME, 1 milliard. L'aide publique au développement, 14,3 milliards. Le CESE, 44 millions. 1200 agences d'État. 76 milliards en 2023, 63 en 2021. Ça veut dire qu'il y a eu 13 milliards d'augmentation en 3 ans. La participation de l'État dans les associations, dans les participations des entreprises, 180 milliards. Les associations, 7 milliards. Non mais si on gratte Julien, un peu 10 ou 15%, à chaque fois, c'est insupportable. Mais j'entends, Julien, mais un chiffre chasse l'autre et j'ai peur qu'on ne retienne rien de votre démonstration. En revanche, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut réformer tout ça. Alors, il y a des grosses économies à faire et puis il y a des petites
Le CESE, vous en avez parlé, on en a parlé 50 000 fois. Le Conseil économique et social, c'est un truc qui ne sert à rien. C'est la 3e chambre de France. Il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, et il y a le CESE. C'est une chambre consultative où il y a 175 membres qui sont payés entre 4 500 et 5 500 euros. Ça ne sert à rien. Et ils font, je crois, une vingtaine de... je ne sais pas si je dis dossiers de communication par an, que personne ne lit, que personne ne suit. Donc tout ça n'a pas de sens. Ce n'est que 40, vous avez dit 44 millions, moi c'était 47 millions, mais peu importe. C'est vrai que c'est à la fois une goutte d'eau, mais comme ça sert à rien, autant l'enlever. Et puis, moi, je cite souvent le service d'information du gouvernement. Ça sert à rien du tout. T'as pas besoin d'un service d'information du gouvernement. Donc, tout ça ne sert à rien, bien sûr. Et qu'il faut éliminer tout ça. Il y a un double exécutif en région et en département, conseil départemental, conseil régional, il y en a un de trop. Tout le monde est d'accord. Je crois qu'à Paris, il y a 5500 personnes. 5500 personnes qui travaillent à la mairie de Paris. Le service communication de la mairie de Paris, c'est je ne sais combien, c'est pléthore. Dans le privé, vous n'avez pas ça. Donc, il faut adapter les règles du privé à l'entreprise publique. Bien sûr, on est tous d'accord, mais personne ne le fait. Monsieur Prof, par contre, ça demande un courage politique que je pense que le Parlement n'aura pas, parce qu'il faudra mécontenter les gens. Et il faut une personne là, on mécontente moins de gens. Si on tape sur les retraites, on mécontente des gens. Là, effectivement, il y a des gens peut-être qui vont être en difficulté, parce qu'on va leur dire, vous bossez plus. Toute leur vie, hein. Des personnes qui ont cotisé toute leur vie pendant plus de 40 ans et on va leur demander encore de faire un effort. Enfin, c'est inadmissible. Moi, je suis désolé, c'est l'État qui s'est mis dans cette situation, c'est à lui d'assumer. Mais l'État, c'est nous. Pas à assumer. Mais l'État, c'est nous, Julien. Oui, mais bien sûr. Mais moi, je vois que je veux que mon argent, il aille autre chose que dans des agences gouvernementales qui ne servent à rien ou des associations pour lesquelles je n'ai pas à cotiser. Si, pour un petit exemple, l'État a dit, cocorico, on va supprimer la taxe d'habitation. Tout le monde a applaudi. Ça coûte 10 milliards à l'État. Alors, on peut dire que les collectivités dépensent de l'argent public, mais forcément, l'État, il compense à hauteur de 10 milliards. Donc, je suis désolé, mais il aurait peut-être fallu qu'on garde la taxe d'habitation, que les communes, soient peut-être un peu mieux gérées, et que la taxe foncière n'ait pas explosé, parce que c'est toujours les mêmes pigeons qui payent. Ça devient insupportable. Le propriétaire, il paye, parce qu'il a la taxe foncière. Il est riche, donc forcément, on lui remet des impôts là-dessus. Pour peu qu'on ait une voiture, l'essence est taxée. Nous sommes les pigeons, ça suffit. Consentement à l'impôt, on en a marre, on paye des impôts, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui marche en France. L'hôpital, c'est une catastrophe. La justice, c'est une catastrophe. Le seul truc qui marche, c'est les services fiscaux, et on aimerait bien qu'ils marchent un peu mieux, mais pour d'autres personnes plutôt que le contribuable moyen. On en a ras la casquette. Et là, on se rend compte dans une situation, oui, on a 3 milliards de dettes, mais moi, j'y suis pour rien. Si on avait 3 milliards de dettes, ça irait, mais on a 3 000 milliards. 3 000 milliards. Moi, je suis contribuable, je paye mes impôts. Ok, très bien, je vois pas pourquoi je ferai un effort supplémentaire. Et là, on commence à dire aux retraités. Qu'est-ce que vous faites, Julien ? Vous êtes chargé de mission ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qui vous paye ? Ma collectivité. Ah oui. Vous êtes dans le conseil régional ? Ah non, pas du tout. Collectivité ? Pas du tout. Oui. Je suis dans une collectivité locale, oui. D'accord. Une mairie ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais moi, je suis pas fonctionnaire, j'ai un statut à part. Enfin voilà, il y a pas de. Je fais plus que 35 heures par semaine et j'en suis très content. Bien sûr. Voilà. Bon, vous gagnez bien votre vie. Je ne me plains pas, voilà. Vous payez quoi, 2 mois d'impôts à peu près, 2 mois de. À peu près, oui. À peu près 2 mois d'impôts. Et après, vous ajoutez à ça l'essence, les mutuelles, les taxes foncières que vous devez payer. À fin du compte, ça commence à faire beaucoup. Hein. Enfin, je suis d'accord. Je suis désolé, mais l'État, faut qu'il montre l'exemple. Bien sûr, de toute façon, on est le pays le plus taxé du monde. Voilà. Bon, merci beaucoup, Julien. On a terminé ce premier paragraphe, ce premier chapitre de notre émission. Il est à 11h46. On va parler de la pétanque. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans le 18e. Ah oui, il y a des choses quand même qui sont quand même importantes en France. À Montmartre, l'expulsion des boulistes du club de pétanque par les CRS, ça fait parler. C'est une mairie de gauche qui a vendu un espace merveilleux dans le 18e arrondissement, un espace où il y avait des espaces verts, où on pouvait jouer à la pétanque, et c'est un hôtel de luxe qui va venir à la place. Vous avez déjà joué à la pétanque à Montmartre, vous ?
Régulièrement. Ah oui, d'accord. Vous êtes un bouliste? Oui. Je suis un bouliste. Ah, je savais pas, dis donc. Bien sûr, ouais. je suis un bouliste. Vous savez jouer au boule? Un petit peu, oui. Tout le monde sait jouer au boule, la de toute pétanque, façon. bien sûr. À la Oui, pétanque. moi je trouve ça très difficile. Hein. C'est très technique. Ah oui, c'est très technique. C'est très technique, oui. Tu lances Si. ton truc et puis voilà. Tu lances ton truc. oui, bien sûr. Allez, lance ton truc, chérie. Tu te rapproches du cochonnet et c'est bon. Et tu te rapproches du cochonnet. Voilà. Bravo Géraldine. Voilà, c'est une sorte de Didier Deschamps de la pétanque, notre ami. Bon, vous n'avez pas passé petit tambour d'Anna Mouskouri aujourd'hui, exceptionnellement, monsieur Fabrice Lafitte. Attendez, il est en train de l'attraper. Hop, il chope le disque. Allez-y Fabrice. Non? Allez, la pause, à tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait?